je voulais pas faire un talk et du coup, je me suis dit: «Bon, je vais pas préparer un truc». Par contre, j'avais des choses à partager avec vous et je me suis dit: «Ah, c'est quand même enfin, j'ai un peu la flemme de faire un talk, mais quand même, j'ai quelques idées que j'aimerais bien partager avec vous» et du coup, voilà la présentation. Voilà, ça, c'est la présentation de mon talk. Voilà, c'est mon slide principal et on va partir de là. Et alors, je vais juste vous parler d'un truc, c'est que je parle tout le temps d'IntelliJ WebStorm. Qui utilise IntelliJ WebStorm ici? Tuc, tuc, tuc. Waouh! Il y a la moitié de la population. Alors, la réalité, c'est que vous savez comment je bosse? Je bosse souvent comme ça, avec VS Code. Je bosse souvent avec VS Code et IntelliJ sur le même repo. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que parfois, ben, VS Code, j'aime bien parce que c'est rapide. Parfois, ça me fait chier pour les refactoring. J'aime bien WebStorm, IntelliJ et l'autre raison, c'est que, tout simplement, ben, parfois, je bosse avec des copains qui sont loin et ben, VS Code, LiveShare, c'est de la bombe pour travailler à 2 sur, mes vidéos. IntelliJ et WebStorm sont compatibles avec une plateforme qui s'appelle Fluebits, qui est pas mal aussi, mais un peu vieillotte, un peu maintenue par rapport à VS Code LiveShare, bien sûr et donc voilà, c'est une des raisons. Alors je voulais juste vous montrer 2-3 trucs avec, WebStorm. IntelliJ, c'est tout bête, mais je vais en avoir besoin là. C'est que, vous savez que parfois vous créez un composant, hem, du coup, ben, vous avez les schématiques, alors, sur VS Code aussi, il y a ça et c'est assez sympa les petits plugins qui vous permettent de créer votre composant et de passer des options, supplémentaires, genre par exemple, je sais pas, skip test, ce qui est pas très malin. Voilà et donc je crée mon composant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a un truc qui est cool, c'est que est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors ça on en parlera plus tard, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça, de faire un formulaire? OK, ça vous parle? Forme groupe. Oups, je suis allé trop vite. OK et là je passe un forme groupe et cetera, je passe un forme groupe, ouais et là je rajoute un input. Ça vous parle ça? OK. Et bon, bidule, tac. Et ben, ça, c'est génial et ça, je pense que ça mérite un talk à part. C'est ce qu'on appelle les SCAM, Single Component Angular Module. C'est qui galère avec les modules? Genre: «Ah, est-ce que je mets ce composant dans le même module? Je crée un module à part?» et cetera. L'idée des SCAM, c'est je crée un module par composant. OK? C'est pour préparer le futur. Il y a une idée dans Angular de dégager les modules. Souvenez-vous, ceux qui ont connu la migration AngularJS vers Angular 2, l'une des promesses d'Angular 2, c'était de dégager les modules. Finalement, on s'est retrouvé à les remettre. Et l'une des idées, c'est d'avoir, en attendant, c'est d'avoir un module par composant. Comme ça nous évite tout le problème, ça facilite le refactoring, etc. Et comment on fait ça? Ben, typiquement, poup, 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 ça, je voulais pas le mettre là, en fait. Je vais le mettre dans le démo. L'idée, c'est que ici, j'en reparlerai à l'occasion, c'est que ici, je me crée un module qui s'appelle démo module et vous avez un module par composant. Comme ça, vous ne vous posez plus la question le jour où vous avez un app module qui a 10 000 imports, long comme le bras, ou encore pire que l'app module, parce que ça, au moins, c'est dégueulasse et on le sait. Il y a plus vicieux, le shared module, qui trimballe tout Angular matériel. Qui en a déjà vu un? OK. Et le jour où vous voulez dégager un module, vous savez pas, ce module-là, si je l'enlève, il se passe quoi? C'est la fin du monde ou il y a juste les boutons qui sont moches? Et l'idée, c'est que du coup, vous avez un module qui charge juste le demo component. Et là, regardez la puissance du truc, c'est que vous êtes là, et ça, c'est une des puissances de WebStorm, c'est que ce qui est fastidieux, c'est que chaque composant importe tous ses modules. Vous imaginez là ce que j'ai fait tout à l'heure, là, le form avec form group, etc. Sauf si j'utilise WebStorm IntelliJ qui me propose les imports automatiquement. Et là, devinez quoi? J'ai plus les warnings. Bien sûr, j'ai le form qui n'existe pas, donc c'est parce que je fais le con. Mais si je repars dans mon TS, boum, ah, hmm, ça me l'a rajouté dans l'app module parce que ça a complètement foiré mon truc. Dommage. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça fait l'import automatiquement et normalement, ça devrait le faire directement dans le composant qui est là.
Et c'est très intéressant pour pouvoir splitter les imports. Et là, l'avantage, c'est que demain, si vous voulez charger c'est parce qu'il a vu le demo component qui était déclaré ici, en fait, parce que j'ai créé mon composant après le module. Regardez, je recommence. Vous avez un composant avec son module. Alors, il y a une schématique qui permet de faire ça, hein, qui n'est pas native, mais voilà. Et j'importe mon truc, et devinez quoi? Boum, ça me l'a chargé ici. Et comme ça, j'ai à chaque fois. Alors, ce qui est génial, c'est que du coup, je me dis, ah, demain, ah merde, du coup, j'ai créé un nouveau domaine, donc je vais créer un nouveau dossier. Putain, j'arrive pas avec ce clavier. Je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle, je sais pas, common bidule, et du coup, je veux mettre mon démo dedans. Bah voilà, je mets mon common démo dedans, et j'ai pas besoin de créer un module common ni quoi que ce soit. Mes imports, ils sont bons. Et mon app module, s'il veut utiliser demo component, soit il va passer par du lazy loading via le routeur, soit il va charger directement ici démo module. Ou encore, j'ai pas besoin de le faire ici. Je suis dans mon app component, et ici, je décide d'utiliser mon app démo. OK, juste laisser mon IDE faire son boulot. Boum! Et ça a importé le module dans le module qui va bien. Un composant, un module, un pipe, un module, et cetera. Après, 2-3 petits trucs assez rigolos avec, alors je vous rassure, c'est pas une JetBrains qui me demande de faire ça, c'est juste que je me suis dit: «Merde, à chaque fois on file des licences et on parle pas de tout ça, en fait, de l'intérêt». Il y a 2-3 petits trucs assez sympas, c'est-à-dire que si je renomme mon composant démo en démo 2 component, ça renomme tous les fichiers. Et ça, franchement, je sais pas qui a déjà généré des composants et s'est dit: «Ah, c'est pas le bon nom». Enfin voilà, pour ceux qui m'ont pas encore rencontré, je parle beaucoup d'extreme programming, et cetera, et j'adore le refactoring, et si une technologie qui me permet pas de refactoriser toutes les 5 minutes, c'est pas une bonne technologie, donc du coup, j'ai besoin de ça tout le temps. Bref, c'est rigolo, on va laisser ça là pour le moment et je vais repartir sur mes slides. OK. Deuxième slide, OK. Alors, on va parler de debug. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, rien de spécial. Alors c'est un projet en Angular 9. Qui a migré à Angular 9? Yeah! Vous avez encore des projets en Angular 8? Qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que vous avez des problèmes? Ah, bon, OK. Et ça mais du coup, voilà, si vous avez des feedbacks de difficultés de migration d'Angular 8 à Angular 9, n'hésitez pas à partager avec moi. Comme ça, ben, on peut essayer de trouver des solutions. Bon, là, j'ai mon form group qui pose problème, mais on s'en fout. Je vais juste remplacer ça par un div demo works. OK. Et regardez, il y a dans démo, je vais faire un autre truc. Je fais un truc assez bête. Et je vais faire 3 items. Hop. OK. Hop. Et ici, je vais faire juste un ng4. Alors, regardez, c'est assez cool. Donc ça, c'est depuis Angular 9. Alors, petite parenthèse, Angular 9 est vraiment stable depuis quelques RC. C'était vraiment juste pour peaufiner là 2-3 petits cas limites, et cetera. Donc, dites-vous que même avant que la version soit ready, vous pouvez migrer sans trop d'inquiétude. Alors, regardez ça. Pour débugger ça, quelle habitude, enfin, vous êtes là et vous n'avez pas d'outils, vous n'avez rien, vous voulez juste modifier item list et voir le résultat, que ça a de l'impact et tout. Qui a déjà fait ça avec Angular 8? On fait ça comment avec Angular 8? C'était un truc à base de ng, prob, etc., qui était assez fastidieux. Et bien là, est-ce que vous connaissez la variable $0? Donc $0, c'est l'élément que je suis en train de sélectionner, donc je peux faire ça et chercher mon app démo. Et donc $0, c'est app démo, ou alors je peux faire document.querySelector et je vais chercher app démo orients. OK? Donc ça, c'est mon élément que je veux débugger. OK? Et ben là, je peux faire ng get component. Donc ça, c'est avec Angular 9. Et je peux récupérer cet élément. Ouh! J'ai le démo component. Alors, à votre avis, si je fais, donc ça, c'est mon composant. Je peux le chercher comme ça, de toute façon. On peut faire, il y a get context qui permet de récupérer le composant si on est sur un div
qui lui appartient, etc., si on n'est pas sur le composant lui-même. Et là, si je fais cpm.itemList, à votre avis, il se passe quoi si je fais ça? Bon, je respecte l'immutabilité, tout va bien. Il se passe rien parce que et voilà, donc pour déclencher la change detection, bim, je peux faire ng.applyChanges sur mon élément. Et là, je peux et justement, après, je peux sortir des zones aussi. Mais vous voyez l'idée? Du coup, vous imaginez que très relativement facilement, on pourrait créer un plugin qui nous permet de débugger, tout ça avec un petit bouton, et cetera. Donc voilà, avec ça, vous pouvez vraiment débugger vos composants assez rapidement, voire ne serait-ce que pour voir leurs états sans rajouter augury ni rien, à côté. OK? Next. Et bien sûr, après, il y a 2-3 trucs, rigolos sur WebStorm. C'est que quand vous bougez une classe d'un fichier à l'autre, si vous copiez juste du code vers un autre fichier, par exemple, si je copie-colle ce demo component, je copie juste la classe et je la mets dans, je sais pas pour quelle raison, je la mets dans app module ou dans un autre fichier. OK. Je crée un nouveau fichier. J'ai juste collé le code de la classe et en fait, automatiquement, ça ramène les imports et tout. C'est des petits tricks assez pratiques en fait comparé à VS Code où il manque un peu ça. Bref, autre parenthèse, bah, maintenant vous pouvez, alors c'est pas ouf encore, mais vous pouvez débugger. Je suis dans le démo, non? Ouais. Vous pouvez débugger en fait votre template. Et là, c'est assez rigolo, vous mettez un breakpoint parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les templates maintenant sont transpilés en JS et avec un DOM incrémental, c'est-à-dire que la première fois, ça écrit le DOM et la deuxième fois, il y a des ifs un peu partout qui vont juste mettre à jour le DOM là où il faut. Et en gros, regardez là, j'ai le scope. J'ai le RF qui est le render flag qui vaut soit 1 ou 2. En fait, c'est create et update. C'est ce qui indique, c'est de la cuisine Angular, c'est ce qui indique ce qu'il faut faire. Et puis vous avez le contexte. Là, par exemple, je suis dans un ng-for, du coup, j'ai le contexte de la boucle for. Et là, c'est le premier truc. Alors, pourquoi first et false? Enfin bref, c'est bizarre. Et après, du coup, bah, on peut avoir plein d'infos dans ce sens-là. Du coup, là, je peux avoir le ng-for et avoir le array, voir pourquoi ça marche pas. Donc, c'est assez pratique. Alors, c'est CTRL-P, là. Tu vois, en fait, là où vous avez tous les sources là, sur Webpack quand vous êtes en dev grâce aux fichiers de map qui sont générés par Webpack. Donc, là-dedans, vous avez le code source, etc. de votre appli. Ou alors, en faisant CTRL-P ou commande P. Et là, vous pouvez aller sur le fichier TS. Je peux mettre votre breakpoint où vous voulez. Et vous pouvez aller sur demo components HTML, mettre un breakpoint au moment où on est sur le template. Et là, ça build une fois pour en ECMAScript 6 et une fois en ECMAScript 5 pour rester compatible avec les anciens browsers, pour générer les fameux fichiers ES 2015 et les fichiers ES5 qui sont. Donc les nouveaux browsers, ils chargent que le ES 2015 et les anciens browsers chargent que le ES 2005, le ES5. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est parce que dans le dist, vous avez un index HTML là, boum, et dans l'index HTML, vous avez des balises script ES5 qui sont des balises script à l'ancienne, avec un petit attribut noModule. C'est pour dire aux browsers modernes, ça c'est pour les anciens browsers qui ne gèrent pas les modules ECMAScript 6. Et pour les nouveaux browsers, c'est pas un type JavaScript, c'est un type module qui charge le ECMAScript 2015. Ça y est depuis un moment, c'est pas depuis Angular 9. Et mais par contre, moi, ça m'emmerde là pour ce build. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que ici, ça va un peu me saouler. Et du coup, je vais faire last two Chrome versions. En fait, je veux être compatible qu'avec les 2 dernières versions de Chrome. C'est un peu radical. Et comme ça, bah, ça va. J'ai pas envie de charger. J'ai pas envie que ça build tous les autres trucs. Alors bien sûr, ça c'est un peu extrême, mais le browser list vous permet en fait de configurer la CLI pour décider de ne pas générer le ECMAScript 5 si ça vous intéresse juste pas du tout. Et aussi pour pouvoir transformer le CSS et des choses comme ça pour ajouter les tirets WebKit, bidule, etc. Et donc voilà. Alors bien sûr, faites pas ça demain, hein, sur vos applis qui sont en prod. Ou alors faites-le, comme ça c'est rigolo. Et sur votre index HTML, please download the real browser. Et là, en fait, je voulais juste vous montrer, donc je vais compresser, moi je suis un peu bourrin, je fais juste ça et je fais, d'ailleurs, avant de faire ça, petite parenthèse, si vous faites
npx browser list, ça chope le browser list que vous avez à la racine et ça vous dit quels sont les browsers qui vont être affectés par les règles que vous avez mis là. Browsers list. Putain, super. Et boum, Chrome 80, Chrome 79. Et du coup, ouais. Et là, je faisais un tar. À l'arrache, comme ça, avec mon démo. Et donc, c'est juste pour voir un peu la taille de toute mon app archivée. Et voilà, ça fait à peu près 57 kilos. OK. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Mais ouais, dis-moi. Ouais, ça fait à peu près, quand je fais le C, quand ça compresse en fait, CZ et le Z, ça dit que c'est du gzip, donc ça compresse un peu pareil, c'est juste pour donner une idée à peu près du truc. Et donc boum, j'ai à la fin un truc qui fait 57 kilos. Et maintenant, venez, on défonce le truc et on essaie de réduire la taille encore plus. Alors c'est un peu radical. Je me suis amusé à expérimenter des trucs un peu vite fait. Disons que là, je veux juste charger mon app component, OK? Et hop, hop, hop. Et d'ailleurs, je vais charger tout le module là, tout le app module, je vais le mettre dans le app component TS, ça devrait mieux marcher. Voilà, comme ça on est en single. OK? On est en single component Angular module. Je peux virer le app module. Et là, dans le main TS, qui est le fameux point d'entrée de votre appli, et si je virais un peu tout ça, ça suffit pas de mettre juste underscore devant pour indiquer que c'est private et dire aux sauvages de ne pas importer ça. Ben, l'équipe Angular s'est dit, tiens, si on mettait Theta, c'est quand même super pénible comme caractère à ajouter. Et donc, je vais importer un élément privé. Donc, c'est un peu le internals en fait de Ivy. Et du coup, je vais dire Angular, render-moi Angular, le app component dans ma page. Alors, est-ce que ça marche? C'est pas sûr que ça marche, parce que j'ai rajouté le démo component. Sans passer par le module, rien. On va voir ce qui se passe. Putain. Alors pourquoi ça marche? C'est parce qu'on est en train de migrer vers cette idée de se débarrasser des modules. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous loguez votre component, alors je fais ça, .log, et que je regarde ce que c'est app component, bon bah j'ai ça comme code, c'est pas terrible. Par contre, si je fais un console.dir, je devrais avoir plus d'infos sur l'objet. Ouh, et là regardez, ouh, factory pour créer le composant, CMP avec plein d'infos comme les providers, etc. Le template, comment le template fonctionne, parce que le template c'est une fonction à la fin. Les inputs, les outputs, enfin bref, on a plein d'infos. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez puissant, c'est que dans Angular maintenant avec Ivy, surtout si vous mettez le module dans le même fichier que le composant, le fait que ici dans mon main.ts, j'importe app component, en fait j'importe ce fichier-là, et comme ce fichier il est compilé par Ivy, ça compile tout le fichier. Au moment où ça compile, Angular, il comprend que app component est dans ce module, donc il voit tous les imports, il voit toutes les déclarations, il voit ce que le template utilise, et il met toutes ces métadatas dans le composant. Si le module n'était pas dans le component, bah, ça ne marcherait pas parce qu'on n'importerait jamais le app module, et donc il ne saurait pas que ça marche. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, maintenant, avec Ivy, si vous faites du lazy loading avec votre routeur, c'est de la bombe parce qu'il n'y a même plus besoin d'importer le module. Et j'ai découvert ça, c'est pas super connu comme feature, c'est un effet de bord en fait d'Ivy. Et je me suis rendu compte de ça en lazy loadant un composant comme ça, un scam. Et je me dis, what? J'ai même pas encore importé le truc qui marche. Et en fait, c'est juste parce qu'au moment de la compile, il y a le module qui rajoute les métadatas. Et à long terme, en fait, et il n'y a rien de défini là-dessus, c'est que tout ça fusionne et que d'ici, ben, si on pouvait faire ici directement les imports, etc. Pour ceux qui ont connu Angular 2 RC, il y avait un peu ça et c'était un peu fastidieux, mais maintenant, si l'IDE le gère bien, c'est top. Et regardez, donc du coup, c'est pas suffisant. Donc là, bah, j'ai quand même, je pense que j'ai pas mal allégé mon appli, mais il y a un truc aussi qui est assez, il y a un truc qui est assez lourd dans Angular. C'est ça, c'est les zones. Donc les zones, c'est ce truc, je vais définir les zones en 30 secondes. Zone.js, c'est ce qui fait toute la magie d'Angular, point. Donc Zone.js, c'est ce qui va monkey patcher tous les set timeout et tout le bordel là, dans le browser. Et en fait, toutes les sources de données asynchrones et tout pour intercepter tout ce qui exécute votre code. Okay, donc quand on appelle set timeout,
Angular sait qu'on a appelé cette timeout, il attend que notre fonction soit exécutée, notre macro task au micro task, et il se dit c'est bon, vous avez fini votre code, je vais déclencher la change detection. Comme ça, à la fin du set timeout, on n'est pas obligé de dire à Angular en fait, je crois que j'ai changé des datas, tu peux mettre à jour la vue. Le problème, c'est que ça fait une lib en plus, c'est ce qui fait des code stacks assez atroces, c'est assez magique et puissant et astucieux. Et le problème, c'est que si je l'enlève, attendez, déjà je vais le garder, montrer que déjà que ça marche sans. Et là, ce que je vais faire, au lieu de démo comme ça, je vais faire un truc assez simple comme ça, genre j'ai une value qui vaut 0 et que je vais afficher ici. Si ça marche dans Angular, tout marche dans Angular, on est d'accord. Et increment, pas besoin de decrement. Enfin, si increment marche, vous me faites confiance que le decrement fonctionne aussi. Et là, je vais faire increment et value plus plus. OK? Si je fais ça avec Zone.js, mais comme j'ai pas démarré mon module, en fait, ça a pas déclenché Zone.js, etc. En fait, c'est parce que j'ai pas bootstrappé mon module app module qui lui a besoin de bootstrap Zone.js. Ça fait que ça marche pas. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai plus besoin de Zone.js. Je peux le dégager. Et ça marche pas mon truc. Maintenant, il faut que je le répare. D'accord? Je suis un peu foutu. Mais si manuellement, alors bien sûr, c'est pas terrible, mais si manuellement, je chope mon... Il est où le θ là? Si je chope mon petit θ là, et que ici, quand j'incrémente, je dis hey, j'ai changé, j'ai fait un truc, marque dirty, ce composant. Et je dis à Angular, hey, ce composant, je viens de le changer, donc peut-être le render. Ouh, ça marche. Pourquoi je vous parle de ça? J'aime pas les talks là, qui parlent de trucs qu'on ne veut pas utiliser demain. Et c'est justement l'opposé du thème de ce meet-up. Mais je vous parle de ça parce que, surtout, il ne faut pas faire ça. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ce qui s'est passé avec Ivy aujourd'hui, enfin avec Angular 9, la semaine dernière, il y a 2 semaines, ce qui s'est passé, c'est qu'on vient d'activer en fait dans Angular quelque chose qui va permettre à Angular d'activer d'autres trucs encore plus puissants plus tard, sans qu'on change notre code, quoi. On n'y est pas encore, mais c'est l'idée. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'abandonner les gens comme ce qui peut arriver avec les hooks, et cetera. Et sur React, on dit: «Ah tiens, il y a les hooks, c'est trop bien, moi j'adore ça». Mais par contre, on est quand même confronté à: «Tiens, maintenant je dois tout refaire en hook, comment je fais?» et cetera. Enfin, l'idée d'Angular, c'est justement de réfléchir à comment on peut améliorer Angular par la suite. Mais tous les changements qui vont venir plus tard, c'est grâce à ça. Et qu'est-ce que ça nous donne à la fin? Si je tare tout ça, bim, et que je fais la taille, 16 kg. Je viens de passer de... C'était combien avant? 57 à 16. Ok. Et bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais t'es mignon, mais ton truc, est-ce qu'il marche? Ben, j'en sais rien. On va regarder. Donc, je lance un HTTP server sur localhost. Donc, ça marche avec une appli de 16 kg et je peux utiliser Angular. C'est pas sûr que tout fonctionne avec ce mode-là, mais c'est un peu l'idée. Après, comment je peux améliorer ça? Alors, j'ai pas trop le temps de coder tout le truc. Bien sûr, il faut pas coder ça comme ça. C'est encore mieux si on travaille avec en mode réactive, avec du RxJS, et cetera. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la value ici, d'avoir là un value qui serait un observable PyPasync et que, en fait, ce truc-là, ça pourrait être un new behavior subject, et cetera. Et là, je pourrais faire 10.value $.next, c'est 10.value $.getValue plus 1. Bien sûr, si j'utilise NGRX ou un state management quelconque, ça marchera encore mieux. Et plutôt que de faire ça là, donc ça c'est mon subject, la value ça pourrait être 10.subject.pipe tap, et je pourrais dire à chaque fois qu'il y a une valeur qui change, peu importe la source du changement, je vais déclencher un effet de bord qui est de marquer ce composant comme dirty. Et là, du coup, l'increment, ils s'en foutent de toute cette logique-là. À partir du moment où je me subscribe sur value de là, async va subscribe et unsubscribe automatiquement sur le truc. Et donc là, si je vais sur localhost 4200, cool, ça marche. Et si je veux aller encore plus loin, je peux créer un pipe qui s'appelle push, qui lui gère cette logique-là. Et comme ça, j'ai juste besoin
de faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre appli pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce qu'il faut pré-designer votre appli vers ça. Si votre appli est 100 réactive, c'est-à-dire qu'à aucun moment votre composant a un state, à lui, des propriétés et tout, donc vous maintenez que des observables, ce qui n'est pas évident et parfois vaut mieux abandonner si c'est trop complexe. Mais si on arrive à faire ça via du state management ou peu importe comment, et le tooling est en train d'arriver, il y a des initiatives à droite à gauche, mais ça va arriver. Et bah, du coup, c'est que de la magie parce qu'il faut juste implémenter cet opérateur pipe, que je pensais live coder là, mais j'aurais pas le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste reset-hard et pull, bim, la dernière version. Et là, si je regarde le push, alors je suis allé un peu bourrin. Alors c'est pas la meilleure façon, je suis pas fan de l'héritage, je suis plutôt dans la composition, ce que je recommande en général. Mais c'est juste comme ça, je récupère le ng on destroy du pipe et tout le bordel. Et là, en gros, j'ai juste hacké le truc pour qu'à chaque fois, quand j'utilise le pipe, ça fonctionne comme, le pipe, push, ça fonctionne comme l'async, mais ça marque le composant comme dirty. J'ai dû hacker un peu parce que quand on est dans un pipe, c'est un peu complexe de récupérer le composant. Vous imaginez bien? Par contre, je peux récupérer le change detector ref, qui est la référence pour déclencher le change detection et je peux récupérer via le contexte le truc. C'est des internals, ça, c'est pas recommandé. Ah! Alors le pur, ça c'est très intéressant, c'est une propriété assez commune de tous les pipes. Il faut que tous les pipes soient à la base, les pipes, je vous recommande qu'ils soient purs. Ça veut dire à Angular, comparé à une expression qui fait ça, cette fonction sera exécutée à chaque fois. Par contre, quand on utilise un pipe qui est pur, l'expression qui est là, en fait, cette fonction, le transform du pipe, n'est exécutée que si la valeur devant va changer. Elle est mémorisée. Donc ça veut dire que tant que mon expression ne change pas, la suite ne change pas. Si mon mot-clé ne change pas, la traduction n'a pas changé. Si la chaîne de caractères ne change pas, la longueur n'a pas à changer. Vous voyez, donc du coup, ça ne va pas réévaluer l'expression. Mais là, c'est un cas particulier, le async et le push, c'est des cas particuliers où c'est des pipes qui ne sont pas purs parce que l'observable, c'est toujours le même. Par contre, la valeur peut changer à chaque change detection. Et bah, ouais, pour les filtres et tout, ça peut optimiser énormément, quoi. Voilà tout, c'était juste un peu des idées en vrac, et puis, c'est pas du tout structuré. Je me suis juste dit: «Bon, ben, plutôt que d'attendre de faire un talk plus tard et tout, ben, les idées sont là, elles reviendront plus tard de façon plus structurée». Encore mieux, quelqu'un parmi vous va se dire: «Putain, ça, j'ai envie de creuser ça un peu plus et je ferai un talk». Moi, ma boîte s'appelle Marmicode. Je fais du consulting et du coaching autour de l'extreme programming ou du software development en général, mais en gros, c'est juste de l'agilité pragmatique et pas de l'agilité bullshit qui veut juste cocher des cases et avoir des post-it sur ses vitres. Et en gros, l'idée, c'est d'aller vite. Ouais. Comment je fais pour aller en production tous les jours, en fait, plein de fois par jour, en garantissant une qualité incroyable et que les gens kiffent coder, quoi. Et du coup, bien sûr, ça vient avec les tests, avec le pair programming, ça vient avec plein de trucs. Et aussi, ben, je fais des consultations online parce que, ben, après l'accompagnement, c'est pas évident de mettre en place, mais les consultations online, c'est un truc qui marche plutôt bien. C'est, ben, de booker 1 heure ou 2 par-ci, genre pour débloquer des problèmes, discuter d'Angular et c'est assez efficace et parce que voilà, on arrive face à un problème pendant 1 heure, on discute d'un problème. C'est mieux qu'une formation, un truc comme ça. Et le code review, ben, voilà, c'est de la revue de code et donc l'idée c'est, heu, pour moi, je suis principalement tout seul là-dessus. De temps en temps, je fais appel à d'autres personnes, mais l'idée c'est qu'on soit un peu plus nombreux. L'idée, c'est d'avoir une équipe qui vous accompagne, qui vous fasse du review de votre code et en gros, vous êtes un peu plus serein. Vous dites: «Ben, tiens, ça a été review par ça» et puis vous avez au lieu d'être inscrit à 1000 newsletters qui vous proposent 36 000 trucs, vous avez quelqu'un qui vous dit: «Par rapport à votre projet, vous devriez peut-être migrer vers tel truc ou mettre en place ceci, cela». J'organise des workshops. Donc le prochain, c'est une journée de workshop sur l'unit testing. Donc l'idée, c'est de faire des workshops d'une journée sur un sujet, particulier. Donc ça, c'est le premier que j'organise. Après, il y en a parce qu'en fait, j'ai beaucoup fait de formations avec des centres de formation et cetera et le problème, c'est qu'ils sont un peu à la ramasse. Bref et donc du coup, j'ai envie de faire des trucs un peu plus pour la communauté et plus pragmatiques. Donc ça, c'est l'un des premiers et l'idée, c'est j'en ai d'autres que je suis en train de préparer. C'est un workshop sur l'unit testing un peu plus avancé. Genre comment on unit test RxJS avec du marble testing, c'est-à-dire avec de l'ASCII art, des choses comme ça. C'est comme ça qu'il faut tester RxJS. Et puis d'autres trucs qui sont plus sur Nginx ou d'autres sujets autour d'Angular. Donc le prochain, bah, vous pouvez vous inscrire, il reste plus que 5 places.
Et contrairement au training habituel et tout, ça se passe pas dans un lieu avec de la moquette qui pue le café et un faux plafond. J'essaie à chaque fois de trouver des lieux un peu plus, sympa quoi, enfin un truc plus sympa pour des gens sympas. Donc le prochain c'est le 26 mars, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et voilà tout.